très heureux et honoré d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter une vision un peu plus ingénierie de cette chirurgie et peut-être une vision un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, même si ici, depuis le début, vous avez vu des choses qui vont aller vraiment dans le sens de sur quoi je vais insister. Alors, avant de partir dans l'amélioration, on va essayer de comprendre pourquoi il faut absolument faire changer les choses aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, finalement, on arrive à opérer, on arrive à sauver des vies, pourquoi est-ce qu'on devrait évoluer ? Pardon, il faut dénoncer le film, ça serait mieux. Alors, donc cette opération du genou s'est très bien passée. Bon, je vous cacherai pas qu'on a failli le perdre, hein. Ah, je vais être honnête, c'était ma première opération en solo. Et moi, jusqu'à présent, j'ai opéré que des grenouilles. Le batracien. Et on a remarqué, en général avec mes potes, la grenouille, elle porte pas plainte. Quand tu la foires, évidemment. Et moi, j'en ai foiré. On en a mangé des cuisses au resto. Je peux plus les voir. Non, je plaisante, parce que là, au bloc, madame, c'est du sérieux. Au bloc, il faut 20 sur 20. Ah, ça... Bon, moi, j'ai 12. Comment, l'anesthésie? Ah, c'est pas moi, grâce à Dieu. C'est un collègue à nous. Il est nettement meilleur, lui. Vous voyez, lui, il a 13. Mais c'est le genre d'anesthésiste, quand il endort... Paf! Ah ben, il endort. Je vois là, on en a opéré un il y a combien? 8-10 jours facile. Exact. Il faut y aller, il dort encore. Alors voilà, évidemment, c'est une entrée en matière. Elle traduit autre chose, en fait, elle traduit des chiffres réels qui sont évidemment assez surprenants. En 2012, en France, il y a eu 55 000 incidents évitables graves en chirurgie dans l'année. Un incident évitable grave en chirurgie, c'est un incident qui entraîne au minimum une réopération. En comparaison de l'aéronautique, il y a eu 120 accidents d'avion, crash on va dire, hein, pour être plus simple, dans toute l'année sur l'ensemble du monde. Vous voyez, la différence, elle est majeure et on comprend pourquoi il faut faire évoluer les choses. Si on regarde l'automobile, l'automobile est dans des chiffres assez proches finalement de la chirurgie, avec 60 000 accidents corporels en 2012, 60 000, mais avec des chiffres, vous voyez, qui descendent d'année en année. Et on peut continuer sur cette analogie avec l'automobile en se rendant compte que si les chiffres ont baissé, ce n'est pas forcément parce qu'on met des panneaux de limitation de vitesse ou des radars, c'est surtout parce que les automobiles sont devenues de plus en plus sûres. Et cette sécurité a été acquise au fil des années avec une évolution de l'automobile qui peut être comparée à l'évolution de la chirurgie. Au début, on avait de très gros véhicules, comme on avait de la chirurgie avec des grandes incisions. On a réduit les incisions, on a réduit la taille des véhicules, et puis on a robotisé les véhicules. Aujourd'hui, vous roulez dans des voitures dont une grande partie est automatisée. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais quand vous freinez, par exemple, l'ABS va gérer pour vous le freinage, alors que dans le passé, il fallait gérer vous-même comment on allait enfoncer la pédale. Cette évolution de l'ABS a été une augmentation majeure de la sécurité dans les voitures qui a permis de réduire notamment les accidents. On a, ceci dit, vous remarquez, entre la chirurgie et l'automobile, à peu près 20 ans de retard en chirurgie. Et donc, on peut regarder l'évolution actuelle de l'automobile pour peut-être se projeter sur ce que pourrait être la chirurgie de demain. Et si on regarde la dernière évolution en automobile, eh bien, c'est ce qu'on appelle la Google Car. Since our work is focused on building driving cars that can drive anywhere by themselves. La Google Car, en fait, c'est une voiture qui roule toute seule. Vous rentrez au début dans le GPS la destination qui vous intéresse, et ensuite la voiture va vous y amener. Elle s'arrête toute seule au feu rouge, elle s'arrête quand il y a des piétons qui traversent, grâce à son système, vous voyez, d'acquisition 3D temps réel qui est au-dessus du véhicule, et ce qui fait d'ailleurs la différence entre ce véhicule et un véhicule standard. Elle peut rouler partout, en ville, elle peut rouler sur autoroute. En fait, elle n'a pas vraiment de limite de roulage, on va dire, puisqu'elle a été conçue pour pouvoir se déplacer dans tous les environnements. À partir du moment où il y a des panneaux et des routes, elle peut rouler. Cette voiture est très surprenante. On m'a dit un jour, jamais on verra de véhicule comme ça circuler. Aujourd'hui, cette voiture est autorisée à la circulation dans 3 États américains. Et c'est le début d'une nouvelle ère, une ère de l'automobile plus sécurisée,
car comme le dit très bien le directeur de projet chez Google, il avait un ami à lui qui était décédé d'un accident de voiture. Il a essayé de réduire ça par ce projet. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, ces accidents de voiture, et c'est à plus de 90% dû à des erreurs humaines. Et ces erreurs humaines pourraient être évitées par ces systèmes automatisés qui laissent quand même un contrôle possible au conducteur, comme dans un avion, vous avez le pilote qui reste derrière le manche. Alors, quand on voit cela, on se dit, pourquoi pas évoluer en essayant de retirer ce qui était positif et ce qui est positif de ces techniques, comme vous l'avez vu pour l'aéronautique précédemment. Une Google Car, elle est équipée d'abord d'une cartographie embarquée, elle est équipée d'un système de réalité augmentée, elle est équipée d'un système d'acquisition 3D temps réel, elle est équipée de beaucoup de capteurs qui vont permettre de savoir ce qui se passe dans son environnement proche, et elle est équipée évidemment d'un système robotisé. Et bien ça, on peut le retrouver dans le bloc hybride que vous a présenté le professeur Maresco précédemment. Dans ce bloc hybride, on va retrouver la cartographie 3D du patient, on va retrouver des systèmes de réalité augmentée, des capteurs qui vont permettre de savoir où sont situés les instruments, et évidemment d'un système d'acquisition 3D temps réel. C'est l'un des éléments clés de ce bloc du futur. Vous remarquez au passage que ce qui différencie visuellement au premier coup d'œil ce bloc d'un bloc normal, c'est le système d'imagerie assez volumineux, de la même façon que le système d'imagerie sur la Google Car la différencie d'une voiture standard. Évidemment, il y a le dernier élément important qui est la robotique pour la partie automatisation. Où en est-on exactement dans ces travaux? Premier élément, le GPS. Vous avez peut-être tous déjà un GPS dans votre voiture, et ce GPS, il est très utile quand on veut aller à un endroit qu'on ne connaît pas déjà. Ce GPS est basé sur une cartographie, et pour y arriver, il faut d'abord faire une cartographie de la Terre pour que ça puisse fonctionner. Alors si on veut faire un GPS pour le patient, il va falloir faire une cartographie des patients. La différence, c'est qu'on a 7 milliards d'habitants sur la planète. Ce n'est pas pareil qu'une seule planète. Autre différence, pour faire une cartographie de la planète, on envoie des satellites autour de la planète. Envoyer des satellites autour de la planète pour voir des patients, on ne va pas très bien les voir. D'où l'invention de l'imagerie médicale, qui est une sorte de ce réseau de satellites autour du patient pour capter les informations à l'intérieur. Et à partir de cette information, nous avons développé à l'IRCAD un service qui permet de modéliser et de créer la cartographie du patient. Ce service fonctionne de la façon suivante. Le chirurgien envoie au service l'image médicale du patient. On retourne en retour l'image 3D du patient, ce qui va lui permettre de visualiser cette image sur n'importe quel ordinateur multimédia. L'avantage, c'est que ce système fonctionne pour n'importe quelle partie du corps humain, et ça, c'est un avantage majeur, et donc on peut reconstruire aujourd'hui toutes les parties du corps humain en 3 dimensions. Autre avantage, on peut recaler les informations venant de différentes sources d'imagerie. Vous avez vu précédemment qu'on a des IRM, des scanners, des IGO, bref, un certain nombre d'imageurs qui nous fournissent pour chacun une information différente d'un même patient. Évidemment, ici, le réseau biliaire qui apparaît en cholangio IRM, le réseau artériel sur le CT scan artériel et le réseau veineux sur le CT veineux, ce sont 3 informations utiles pour vous, mais à condition qu'elles soient dans la même image. C'est ce qu'on a fait avec le système de recalage qui permet de récupérer toutes ces informations. Alors à quoi ça sert concrètement? On va prendre un exemple. Prenons l'exemple de ce cas clinique, opéré il y a quelque temps, et qui avait, vous voyez ici, un cholangiocarcinome localisé dans cette partie ici du foie. Quand on regarde la localisation de la vésicule biliaire, on a le lit vésiculaire qui est très net. On peut imaginer assez facilement que cette lésion est principalement dans le foie droit. C'est une analyse un peu rapide, même si on peut avoir le même type de conclusion en regardant les veines hépatiques, où on voit nettement la veine hépatique droite et ce qui ressemble à une veine hépatique médiane avec la veine hépatique gauche. Et si on descend la veine hépatique médiane, on retrouve ici une séparation qui est un peu surprenante au niveau de la localisation. Quoi qu'il en soit, l'équipe radiologique a défini cette tumeur comme étant à droite. L'équipe chirurgicale, à partir de cette information et en ayant contrôlé l'image, a conclu la même chose et s'est donc posé la question, peut-on opérer ce patient? La réponse, ils ont décidé à partir de là de découper potentiellement le foie droit avec malheureusement pas suffisamment de tissu hépatique restant, donc impossibilité de faire l'acte directement. Le choix a donc été porté sur une embolisation de la veine porte droite de façon à faire pousser le foie gauche et une seconde opération était prévue
quelques mois après, de façon à pouvoir réséquer le foie droit qui contenait en théorie la tumeur principale. Alors en fait, cette analyse est erronée. Elle est erronée parce que, à la base, le repère anatomique qui a été utilisé, le lit vésiculaire, n'est pas un bon repère anatomique, il varie énormément. Et évidemment, si on utilise ce repère ici, on a vraiment l'impression qu'on a ici le foie droit, alors qu'en réalité, toute cette partie du foie, c'est le segment 4. En fait, chez ce patient, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on utilise ce qu'on appelle le rendu volumique direct, que vous avez sur n'importe quelle console scanner aujourd'hui, on va pouvoir visualiser assez rapidement le réseau vasculaire. On voit ici qu'on a une branche porte qui sépare en branche porte gauche et branche porte droite. Et il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne voit pas trop de branche paramédiane droite qui ici n'est pas présente. C'est un peu difficile à voir avec le rendu volumique, d'où l'intérêt de passer par la cartographie du patient, que l'on voit ici. Cartographie qui nous met le foie en couleur. Vous voyez ici en violet le segment 4. Et c'est encore plus intéressant lorsqu'on passe en 3D, ce que l'on fait ici. On va retirer le coupe scanner. Et vous voyez ici donc le foie en 3D. Je vais tout simplement sélectionner, plutôt désélectionner le réseau biliaire pour bien voir. On voit ici en bleu marine la veine porte gauche et la veine porte droite. Vous voyez l'intérêt ici du recalage de toutes les modalités. On voit l'artère précisément. On voit clairement que la tumeur est le long de la veine porte gauche qui se termine ici au récessus de Rex. Et on voit aussi, tout aussi clairement qu'il n'y a pas de veine paramédiane droite chez ce patient. En clair, il n'y a pas ni de segment 8 ni de segment 5 chez ce patient, qui n'a qu'un segment 6 et qu'un segment 7 au niveau du foie droit, que l'on voit clairement ici au niveau des branches, et que l'on peut voir en 3 dimensions grâce à la reconstruction des volumes des segments. Vous voyez ici, en fait, ce qu'on devrait faire à ce patient, c'est tout simplement découper cette partie du foie, oui, tout simplement en virtuel, parce que j'entends Patrick qui dit tout simplement. C'est toujours plus facile en virtuel, hein. Moi, c'est l'avantage d'être chirurgien virtuel, je coupe très vite. Vous allez voir ça en live. Donc voilà une opération virtuelle telle qu'on peut la réaliser. Ici, je peux afficher les morceaux découpés et je vais pouvoir afficher très rapidement le morceau de foie, vous voyez, en découpe ici, que l'on pourrait retirer et tout simplement le retirer de l'image de façon à montrer ce qui resterait après résection. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir la volumétrie immédiatement, ce qui est le cas ici. En sélectionnant le tissu, on peut donc avoir cette volumétrie qui apparaît dans cette zone, vous voyez, avec 47,6% de foie restant en gardant uniquement le segment 6 et 7. Vous voyez l'intérêt majeur sur un cas comme celui-ci, c'est qu'une erreur qui peut être commise du fait d'une variation anatomique importante est immédiatement corrigée par la visualisation en 3D de l'anatomie. Grâce à cette image, on évite de faire ce type d'erreur et on peut permettre aux patients d'avoir une résection R0 curative sur ce type de pathologie. Alors, le logiciel fonctionne, vous l'avez vu sur mon portable, il marche en fait sur n'importe quel ordinateur portable, PC ou Mac, et on a été encore plus loin, on a proposé le système sur tablette et sur smartphone, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer aux chirurgiens l'utilisation au bloc, comme vous le voyez ici, avec simplement une couverture en plastique autour de la tablette, ce qui permet au chirurgien, lorsqu'il va opérer, d'avoir l'image sous les yeux de l'anatomie. Il va donc pouvoir se repérer facilement, et l'ergonomie est extrêmement simple puisqu'il suffit d'utiliser les doigts pour faire bouger le modèle. La limite ici, c'est que pour faire cela, on n'est pas dans le mode réalité augmentée, c'est-à-dire que l'image virtuelle sur la tablette n'est pas mélangée à l'image réelle, c'est le cerveau qui va faire ce mélange. Et ce que vous a montré le professeur Maresco, qu'on appelle la réalité augmentée, c'est lorsque l'on mélange les deux images. Alors quelle est la difficulté de ce type de mélange d'images, cette fusion d'images qu'on appelle réalité augmentée? Eh bien tout simplement que cette image du patient, réelle, il va falloir superposer dessus une image virtuelle, qui est celle-ci, et faire en sorte que cette image virtuelle soit localisée au bon endroit, c'est-à-dire la recaler, la déplacer au bon endroit pour qu'elle apparaisse exactement là où le chirurgien a un intérêt de la voir. Pour être précis, il va falloir utiliser l'imagerie. Mais avant cela, dès 2004, nous avons réalisé l'opération que vous avez vue tout à l'heure sur la surrénale, qui nous a permis de montrer le potentiel et les limites de ces techniques. Donc je ne vais pas revenir sur cet acte, je vous montre un autre exemple sur un foie. Ici, avec une résection d'une tumeur, ce n'est pas très compliqué, c'est simplement pour montrer comment ça fonctionne. Vous voyez ici une tumeur qui est sous-capsulaire, on pourrait la découper facilement. L'avantage ici, c'est d'avoir tout simplement la marge de sécurité qui apparaît. Et cette marge de sécurité va donner plus de sécurité à un chirurgien novice. Mais surtout, elle va permettre, pour des actes plus compliqués,
d'avoir cette vision en transparence des structures vasculaires durant l'intervention et également de la localisation des tumeurs qui sont plus profondes durant l'intervention. Alors, cette réalité augmentée dite interactive, elle a cette limite qu'elle nécessite un utilisateur numéro 2 qui va faire le recalage que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en correspondance des deux images. Et pour éviter cela, l'idée a été d'automatiser ce recalage, notamment en utilisant le Zygo que vous avez vu juste avant. Voilà comment ça se passe. Le chirurgien commence l'intervention, place les différents trocars après un pneumopéritoine, et ensuite il réalise une acquisition qui va montrer le foie dans la position opératoire. Ce que vous voyez à l'image ici, c'est l'image médicale en 3D sur laquelle on projette la vue de la caméra laparoscopique. Évidemment, si on est capable de faire ça, on est capable de faire l'inverse, c'est-à-dire de projeter l'image 3D dans la vue laparoscopique, et ça nous donne notre vue de réalité augmentée que vous voyez ici. Le bénéfice, c'est totalement automatique, et la précision, c'est 0,5 mm de précision. Alors, évidemment, pendant l'intervention, vous n'allez pas vous arrêter sur cette image figée. L'objectif, ça va être d'opérer, donc de déplacer, de déformer les organes. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que d'ajouter à notre patient virtuel une vie virtuelle. On va lui rajouter, dans ces modèles géométriques, la surface, des modèles mécaniques, c'est-à-dire l'élasticité du tissu, la viscosité du tissu. Et si on fait ça dans un moteur de simulation temps réel, ce que vous voyez à l'écran, eh bien on donne une vie virtuelle à notre patient, pour lequel on va pouvoir interagir sur les organes et le déformer en temps réel. Ça nous permet de voir en transparence un patient en train de respirer et de voir la position de son foie, de ses vaisseaux, de ses reins, avec une précision actuellement de 1 mm en temps réel et totalement automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est patient spécifique, ce n'est pas un atlas, c'est issu de l'image du patient et c'est remis pendant l'intervention. Évidemment, lorsqu'on va opérer, c'est un peu plus compliqué encore, puisque là, on va rajouter des efforts liés au chirurgien, c'est-à-dire la collision entre les outils et le chirurgien, d'où l'utilisation de ce même modèle de simulation, mais cette fois-ci par une analyse temps réel de la vidéo opératoire. Vous voyez, tous les points que vous voyez apparaître sont détectés automatiquement par le programme, et il va s'en servir pour déplacer le modèle 3D du foie, ce qui nous permet de voir ce que vous voyez à l'écran, une déformation en temps réel du foie et des structures vasculaires à l'intérieur. Voilà le travail en cours au sein de l'IHU. Il s'agit de recherche, bien sûr. Notre objectif, c'est d'aller plus loin, d'arriver au produit qui permettra à tout chirurgien d'utiliser ces technologies. Le second très important volet, c'est la robotique. On a vu toute la partie imagerie, maintenant on arrive à la robotique. Et la robotique, vous la connaissez par le biais d'une image assez classique, notamment cette image que vous connaissez peut-être, qui est le film Star Wars, qui fait souvent dire aux chirurgiens la chirurgie de demain pour nous, eh bien, on va nous remplacer par des robots. Alors je vais vous leur montrer, j'avais juste un peu lancé la vidéo, si elle veut bien partir. Elle ne veut pas partir, c'est pas grave. Dans cette image du film Star Wars, on a un ancien chevalier Jedi qui est opéré par des robots sans aucun être humain autour. Et le problème que cela pose, c'est qu'on n'imagine pas être remplacé par des robots, ce n'est pas l'objectif. Pour éviter cette image qui n'est pas celle que l'on veut, l'idée c'est d'utiliser des outils interactifs et d'utiliser le robot pour ce qu'il peut nous apporter. Vous avez vu la vidéo que vous a montré le professeur Maresco tout à l'heure. Le robot peut nous apporter une vue en 3 dimensions de la réalité augmentée, ce que vous voyez là. Dans cette vue de réalité augmentée en 3 dimensions, on va pouvoir être guidé dans le geste grâce à l'utilisation, cette fois-ci, d'un système plus stabilisé, notamment le bras articulé du robot, qui permet de stabiliser la caméra et donc de nous permettre d'être beaucoup plus précis dans notre réalité augmentée. Mais l'autre apport possible du robot, c'est d'évoluer vers des robots plus pratiques que ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous connaissez tous le robot da Vinci, et son gros défaut, c'est qu'il prend beaucoup de place, et quand on a placé le robot, on ne voit plus le patient. Alors c'est d'autant plus vrai si vous faites de la pédiatrie. L'avantage, c'est que ça va être une vision bientôt du passé. L'évolution en cours va vers des nouveaux robots, comme celui-ci, par exemple, développé par la DLR en Allemagne, et qui a été repris par la société Covidian. Ce robot multibras est beaucoup plus petit, comme vous le remarquez. Il va pouvoir fonctionner avec du retour d'effort. Il montre une vue en 3D, là encore. Et surtout, il a un système d'automatisation des mouvements. C'est-à-dire que lorsque vous fixez un point, le robot va pouvoir suivre ces mouvements. Et donc, vous allez avoir un filtrage des mouvements. Ce type de robot est beaucoup plus petit que le précédent,
Mais évidemment, la société intuitive n'en reste pas là. Et voilà le dernier robot de la société intuitive pour la chirurgie single port. Tout sort d'un seul trocard, la caméra et les outils. Les outils sont semi-rigides, c'est-à-dire que le guide principal est rigide, mais vous allez voir au bout ce qui se passe. Les outils se déforment pour pouvoir former à nouveau une triangulation qui permet d'opérer avec un ensemble de 3 bras articulés. Voilà une nouvelle image d'une robotique qui évolue, une robotique qui change tous les jours et qui nous apporte et qui va nous apporter dans un avenir très proche des outils très intéressants, comme notamment ceux développés à l'IRCAD pour la chirurgie transluminale initialement, grâce à un partenariat avec la société Karl Storz. On a développé d'abord ce robot chirurgical pour la chirurgie transluminale par les voies naturelles, c'est-à-dire l'œsophage, l'estomac, et ensuite le vagin ou le rectum. Et puis on a ensuite amélioré ce premier prototype qui nous permettait d'avoir un premier contrôle. Vous voyez, avec une seule personne, on pouvait contrôler l'ensemble du système. Et ça, c'est la dernière version du système, avec un robot qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet d'avoir une ouverture de l'outil au bout, et donc une nouvelle fois une triangulation très très utile pour réaliser l'acte, les sutures, etc. Là encore, on pourra dans l'avenir, avec ce type de système, utiliser des systèmes à retour d'effort, puisque par défaut, le robot a été pensé pour ça, et il permet tout type de mouvement, translation, rotation, déplacement. L'avantage majeur, vous l'avez compris, d'un robot en théorie, c'est de nous apporter l'automatisation, mais je ne vous en ai pas encore montré. Alors c'est quoi l'automatisation dont on parle? Je vais vous en montrer un exemple très simple. Vous faites une endoscopie pour faire une chirurgie transluminale. Vous êtes face au foie et il y a un mouvement lié à la respiration. On voit ça exactement puisque l'outil passe par l'endoscope. Vous voyez ici l'endoscope et que l'outil est dedans. Et pour éviter ce problème de mouvement, il faudrait bouger l'endoscope en temps réel. Eh bien, en cliquant sur la cible, voilà ce que permet de faire le système automatique. En cliquant donc sur la vue, vous voyez ici la cible reste au centre de l'image. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en temps réel, le robot et donc l'ordinateur contrôlent pour vous le bout de l'endoscope et suit en temps réel les mouvements respiratoires ici. Ça pourrait être d'autres types de mouvements. On n'a pas besoin de mouvements cycliques. C'est l'avantage majeur de la technique qui est développée ici à l'IRCAD avec l'équipe de Michel de Matelin. Et la force de ce qu'on va pouvoir proposer dans l'avenir, eh bien, c'est justement cela, proposer des gestes compliqués, automatisés, pour simplifier le reste du geste qui est votre geste, votre décision. Et progressivement, les gestes seront de plus en plus automatisés, mais répondront à vos ordres. Et c'est bien là l'avantage majeur. Notre idée, c'est d'utiliser le cerveau du chirurgien pour décider l'acte, la thérapie, à partir du maximum d'informations, et de réaliser cet acte avec des bras experts, des bras qui ne tremblent pas, des mains qui sont plus précises, des systèmes qui vont permettre finalement de faire des gestes qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui. Alors en conclusion, vous l'avez compris, l'image et la robotique sont des éléments clés de cette chirurgie de demain. Ça ne sera pas les seuls éléments. L'avenir nous montre d'autres pistes, des pistes notamment par rapport à la fluorescence, qui nous apportent une nouvelle vision. Mais ce qui est certain, c'est que tout sera basé et tout tournera autour de l'image, qui nous permet de voir ce que l'on veut faire et d'agir. Merci pour votre attention.